Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et du 94 aujourd'hui. Nous rencontrons Madame Valérie Bugot. Bonjour Madame Bugot. On va parler de la nécessité de repenser la monnaie comme cause de notre misère. On va parler de la théorie juridique et politique de la monnaie qui pourrait bien être l'arme ultime contre les Rothschild et compagnie. Enfin, on l'aurait trouvé cette arme ultime contre ceux qui nous asservissent. Bonjour, merci du temps que vous nous consacrez. On va commencer par énoncer le plan. Donc la première partie sera une présentation de vous, puis nous irons sur le concept monétaire en lui-même. La deuxième grosse partie sera le vecteur monétaire, avec les anciens vecteurs monétaires, l'or, l'argent, autres, la dématérialisation actuelle, et puis la confusion entre vecteur monétaire et concept monétaire. Enfin, la troisième partie sera la lutte historique entre pouvoir politique et pouvoir bancaire, pouvoir économique. Voici le plan. On commence tout de suite par la présentation. Madame Bugot, qui êtes-vous ? Bonjour les Gilets jaunes constituants, merci de m'interroger. Je suis docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste et je fais de la géopolitique économique depuis 2009 environ. Voilà, j'écris des articles sur la géopolitique de l'économie, la géopolitique juridique, monétaire et en particulier je me suis associée avec un banquier international pour écrire une théorie juridique de la monnaie dans un livre qui s'appelle « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie » publié aux éditions Sigest. Mais je parle également de monnaie et en particulier son aspect politique dans mon livre que vous connaissez qui s'appelle « Les raisons cachées du désordre mondial ». Toujours aux éditions Sigest. On avait fait une fiche de Donc il y a les deux aspects, il y a l'aspect juridique dans le premier livre et l'aspect plus politique dans le deuxième. Alors, pourquoi c'est une nécessité de repenser la monnaie qui est la cause de notre misère? Déjà, est-ce que c'est véritablement la cause de notre misère? Ah oui, alors effectivement, le contrôle par les banquiers internationaux, puisqu'ils ont été internationalisés très tôt, de la monnaie est la véritable source, la source première de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, en effet. Donc c'est la monnaie. La théorie juridique et politique de la monnaie, est-ce que ça serait donc cette arme ultime qu'on attendait tous en tant que gilets jaunes, en tant que citoyens aussi, pour remettre à leur place, voire à récupérer ce que les banquiers ont volé? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en réalité, alors il y a eu un glissement au fil du temps. Donc à l'origine, la monnaie a été conçue comme un concept et un concept de nature comptable. Ce concept a été élaboré pour permettre et pour multiplier, pour faciliter les échanges entre les gens, donc les échanges de biens matériels mais aussi de services, et pour les faciliter et donc les multiplier quelque part. Donc ce concept a été au fil du temps dévoyé. Pourquoi? Parce que la monnaie au cours du Moyen-Âge, le vecteur monétaire essentiel a été traditionnellement l'or ou l'argent, mais en particulier l'or. Et les banquiers changeurs du Moyen-Âge qui se sont présentés comme une sorte de monopole de la gestion monétaire sous forme d'or, ont eu l'occasion d'accaparer donc cet or. Et en accaparant cet or, ils se sont rendus maîtres de la monnaie, de son concept et donc de l'affectation des ressources. Parce que qui tient la monnaie détermine l'affectation des ressources. Et quand on dit l'affectation des ressources, c'est-à-dire quel groupe de gens ou quelle personne en particulier bénéficiera de la monnaie et qui n'en bénéficiera pas. Alors là, c'est tout à fait fondamental de savoir qui maîtrise ce concept de la monnaie. Alors, ça nous amène à la première partie, le concept monétaire. Pourquoi est née la monnaie? Ben justement, c'est ce que je vous ai dit, la monnaie est née pour permettre à la facilitation des échanges. Donc c'est un concept par nature politique qui n'a jamais été matérialisé. La matérialisation, c'est la façon dont la monnaie circule. Donc on a utilisé des objets pour matérialiser ce concept qui était un concept comptable. Et ces objets, ça a varié dans le temps et dans l'espace. Ça a pu être du bétail, ça a pu être
des coquillages, ça a pu être un simple bâton gradué comme ce qui a eu cours au début et au cours du développement, au début du développement de l'Empire britannique. Ça a pu être tout un tas de choses, et en particulier l'or. Mais effectivement, le fait que l'or, qu'on ait pris l'habitude de faire circuler la monnaie sous forme d'or, a permis une confusion entre le concept lui-même et sa matérialisation et sa circulation. Alors, la confusion entre le concept monétaire et la façon dont il circule a permis l'accaparement du concept par les banquiers. Donc ils ont utilisé le vecteur pour accaparer le concept. Voilà. à la base, la monnaie, c'est une unité de mesure. Effectivement, la monnaie, et donc en réalité ce n'est pas un bien matériel, comme on nous l'a fait croire et comme les banquiers veulent encore le faire croire, puisque un bien matériel, ça circule sur des marchés, etc. Et la monnaie n'est pas un bien matériel. La monnaie, si on peut parler de bien, c'est un bien collectif. La monnaie est un instrument de mesure des échanges. Et pour être un instrument de mesure d'échange, la monnaie doit donc être étalonnée. Et c'est là où il y a eu une subversion, puisque si on considère que l'or est la monnaie, elle n'est pas étalonnée autre chose que par elle-même. Donc en réalité, l'or ne remplit pas les... à plus d'un égard, l'or n'a pas les capacités techniques ni politiques de remplir la fonction du concept monétaire. D'une part parce que c'est un bien matériel qu'il peut être accaparé et donc qu'il ne rendra pas service à la collectivité des gens et il ne permettra donc pas la diffusion des échanges, la diffusion correcte des échanges, parce que si l'or est accaparé, eh ben, il ne circule pas. Est-ce que ça nous ramène par exemple c'est antinomique avec le concept monétaire. Au Chili, quand Pinochet a pris le pouvoir, la CIA, ce qu'elle a fait tout de suite, c'est mettre la main sur les réserves d'or du Chili. Là, on est sur de la prédation, bien sûr, internationale. Le Chili, c'est un exemple parmi de nombreux autres. Pendant la guerre, il y a eu ce phénomène de prédation. Enfin, le phénomène de prédation est bien connu et aussi vieux que l'humanité, j'ai envie de dire. Donc, on peut donner tous les exemples récents, mais sachant que c'est une histoire sans fin. Alors ça, c'est la monnaie adossée à l'or. Ça peut être aussi adossé à l'argent, peut-être ou... Alors effectivement, dans les temps plus anciens, c'était l'or ou l'argent. Après, ça a été le bicaméralisme. Ça a été un peu les deux. Et puis finalement, le plus facile, le plus simple pour les banquiers a été d'imposer l'or comme concept, parce que l'or est plus rare que l'argent. L'or est donc facilement accaparable, et une fois qu'on gère sa quantité et qu'on gère sa circulation, eh bien on est maître de la monnaie. Et maintenant, on n'est plus en étalon or, on est en monnaie dette. Oui, alors on a été, tant que le dollar est encore la monnaie mondiale, on peut dire qu'on est encore en étalon finalement pétrole, quelque part. Mais en réalité, la monnaie circule pour la plupart des gens de façon dématérialisée déjà depuis fort longtemps. Donc il y a eu un hiatus entre le fait que le concept monétaire est considéré comme une marchandise, alors que maintenant son vecteur est dématérialisé. On arrive à l'aspect inverse de ce qu'il était à sa naissance. C'était le concept qui était immatériel et la circulation qui était matérielle, et maintenant on a l'inverse. Alors ça nous amène à la deuxième partie, le vecteur monétaire. Comment la monnaie circule? Alors oui, on peut parler du vecteur monétaire, on en a déjà fait mention là, effectivement, mais je pense qu'il est important, comme on a dit que la monnaie était un concept, et donc un concept de nature politique et donc juridique, c'est une institution politique de nature publique. Eh bien, il faut savoir que cette monnaie, elle sert à faciliter les échanges. Et donc, faciliter les échanges, ça veut dire qu'elle est un instrument de mesure de la valeur. Elle n'est pas un bien matériel, mais elle est un instrument de mesure de la valeur. Et pour être un instrument de mesure, elle doit être étalonnée. Et c'est là où on arrive à la question de savoir sur quoi doit être adossée l'unité monétaire. Et c'est là où la politique intervient, puisque il appartient à un État d'adosser son unité monétaire sur les fondamentaux sur lesquels cet État repose. Et ces fondamentaux... C'est pas la dette? C'est pas les stocks d'or ou d'argent? Absolument pas. Les stocks de matières premières ou de biens matériels peuvent faire partie de certains fondamentaux, mais ils n'en sont en aucun cas, ils ne peuvent être exclusifs
de l'étalonnage de la monnaie. Et c'est ça, là, en fait, l'originalité de cette théorie. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'étalon or ou l'étalon or-argent, on va au-delà de l'argent-dette. Oui. On étalonne l'argent sur autre chose. Et sur quoi, Absolument. Alors, déjà, on va revenir sur cette histoire d'étalonnage, mais à partir du moment où vous considérez que la monnaie n'est pas un bien matériel, il faut comprendre qu'elle ne circule plus sur les marchés. Donc elle n'est plus susceptible de faire l'objet de spéculation. Donc sa valeur n'est plus soumise à variation en fonction de ceux qui tiennent le marché, etc. Donc il y a tout un tas de considérations derrière. Mais en plus, il faut comprendre que la monnaie doit quand même pouvoir s'échanger entre les différents États. Mais à ce moment-là, on est dans un échange de nature politique. diplomatique, voire diplomatique. Exactement, donc politique, donc diplomatique, puisqu'on est dans les échanges entre États. Maintenant, pour que cet échange puisse avoir lieu de façon pérenne, il faut que l'étalonnage, que chacun des États soit d'accord sur son propre étalonnage, sur l'étalonnage de l'autre, et puisse discuter de la mesure, de quel est le bon rapport de valeur entre le premier étalonnage et le deuxième étalonnage, ou plutôt entre le rapport de valeur, pour déterminer le rapport de valeur entre l'étalonnage de la monnaie du pays A et l'étalonnage de la monnaie du pays B. Alors, pas PIB, mais pays C ou D. Voilà. Voilà, entre deux pays différents. Pas confondre avec le PNB et le PIB. Pour l'instant, moi, de mon point de vue, ça reste très théorique. Est-ce que vous auriez des exemples? Comment cet étalonnage pourrait se faire? Bien sûr. Alors on peut penser à tout un tas de choses, et je crois que les Gilets jaunes constituants, en faisant d'ailleurs l'affiche de mon livre, vous avez parlé de ce que je suggère, mais on peut penser à plein de choses. On peut penser d'abord la qualité de vie, la durée de vie de la population, son état de santé. La qualité du territoire, le niveau de pollution des sols, des eaux, le niveau de pollution de l'air. On peut penser aux pesticides ou la nourriture bio, etc. Il y aurait Exactement. tout un volet écologique en fait à intégrer dans les... C'est pas écologique au sens idéologique que le mot a pris, mais c'est écologique au sens naturel, au sens de ce qui existe vraiment sur le territoire et de ce qui fait la force et la faiblesse d'un pays. Par exemple, l'aspect culturel doit pouvoir être pris en compte pour certains pays, pour d'autres il n'y en aura pas, donc ça ne sera pas pris en compte. Mais chaque pays doit déterminer quels sont les critères d'étalonnage de sa monnaie. Et ça peut être aussi la force de travail, il ne faut pas oublier que... Mais la force de travail, c'est l'industrie ou c'est l'éducation, enfin Mais oui, voilà, il y a il y a énormément de choses à mettre derrière cet étalonnage. Il faut faire une liste et ensuite se mettre d'accord sur les critères qui sont les plus pertinents pour l'État en question. Ça c'est extraordinaire parce que là, vous mettez sur la table en fait une théorie pour repenser la monnaie dans le but du bien commun, en tant que bien commun, bien collectif. Dans le but, oui, vous parlez de bien commun, mais on peut aussi parler de politique, parce que la politique, c'est justement la détermination du plus petit dénominateur commun entre tous les gens qui font société, qui réalisent l'union d'une population et comment dirais-je, au-delà de l'union, ce qui fait qu'elle existe en elle-même. Et donc là, on passerait de la dette ou de l'étalon or ou argent à un nouvel étalonnage qui prendrait en compte les niveaux de vie, les durées de vie en bonne santé. Mais bien sûr, et on aurait une monnaie qui serait à nouveau à l'usage et au service de l'humain. Mais alors là, ça nous amène au bonheur intérieur brut, ce que le Bhoutan avait développé. Bonheur intérieur brut, on peut mettre beaucoup de choses derrière, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une monnaie est liée à une économie, dans le sens une économie politique. Une monnaie est liée sur un territoire déterminé à ce qui fait la force et la faiblesse de ce territoire. Donc effectivement, les échanges monétaires, les échanges économiques peuvent être pris en compte, mais pour qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait une population qui soit en mesure de les pratiquer, donc qui ait un certain état de connaissance et de santé. Qui produit, qui consomme, voilà. etc. Et puis il y a aussi la variété des choses qui sont produites sur le territoire. Certains territoires ont des matières premières, d'autres n'en ont pas, mais ceux qui n'ont pas de matières premières peuvent avoir plus de savoir-faire, etc. Donc il y a en fait tout
il y a une grosse variété des critères qui peuvent être pris en compte, mais il faut savoir que les critères ne seront pertinents que s'ils sont liés à la force ou à la faiblesse, qui sont représentatifs de la force et de la faiblesse de l'État en question. Mais là, ça nécessite une transparence intégrale. C'est-à-dire Absolument. qu'il faut que la gestion de cette Oui, monnaie... oui, ça doit faire l'objet d'un suivi régulier, alors peut-être mensuel ou tous les 6 mois ou tous les ans ou annuel ou je ne sais pas, mais de toute façon il est clair que étant donné que ce qui se passe dans la vie, les choses évoluent, rien n'est statique. Donc dans la mesure où la vie n'est pas statique, l'appréhension des événements qui se passent sur un territoire du point de vue des humains ne sera pas statique non plus. Donc ça demande une certaine surveillance, la mise en place d'un circuit pas de surveillance au sens surveillance de masse, entendez bien, mais de rétrocontrôle citoyen, voilà, de transparence. Voilà, simplement pour garder un œil sur ce qui arrive vraiment, pour rester tellement, en contact avec la réalité. C'est tellement important et stratégiquement central la monnaie qu'on ne Absolument. peut pas laisser ça dans la main de technocrates corrompus et de professionnels banquiers. Bien sûr, les banquiers ont établi les règles et les technocrates ne font que les appliquer. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que par le biais du vecteur monétaire, les banquiers ont pris le contrôle du concept monétaire. Et il faut absolument inverser ça si on veut reprendre un contrôle politique sur la monnaie. Cette histoire de contrôle politique sur la monnaie, historiquement, a fait l'objet de développement. Il y a toujours une lutte en fait entre le politique et il y a eu une lutte, alors, il n'y en a plus dans notre pays depuis longtemps, mais il y a eu historiquement, depuis le Moyen-Âge et même déjà avant, une lutte entre le pouvoir politique qui voulait reprendre le contrôle de ses finances et le pouvoir économique qui était dans les mains des banquiers ou de structures plus ou moins opaques de contrôle de l'or en fait. Alors c'est Philippe le Bel, non, qui finalement coupe la tête Philippe le Bel, à ses créanciers et puis brûle les corps. Oui, n'oubliez pas que pour une illustration plus récente, Kennedy, le président Kennedy, voulait réinstaurer une monnaie qui soit une monnaie d'État et qu'il n'a pas eu le temps de le faire puisque il a été malencontreusement assassiné. Pas de chance. Mais la monnaie d'État, c'est pas le dollar? Le dollar, c'est une monnaie privée. Le dollar a été mis par la Fed et la Fed est tenue par des banquiers privés. Et donc Kennedy voulait avoir une véritable monnaie nationale, la souveraineté véritablement Kennedy, nationale. Après bien d'autres. Alors je ne vais pas vous faire toute l'historique des hommes politiques qui aux États-Unis se sont opposés aux banquiers du point de vue du contrôle de la monnaie, mais ça a existé, ils ont tous très mal fini. Alors là, on arrive finalement actuellement à la dématérialisation et surtout au contrôle qui commence à arriver, le contrôle oui, mais je absolu. vous dis le contrôle, pourquoi? Parce que le concept a été spolié. Il est devenu finalement matérialisé dans des mains des banquiers, accaparé, alors que maintenant la circulation, parce qu'il y a une confusion entre le concept et le vecteur. Et aujourd'hui, on arrive à une situation inverse à la création, à l'origine de la monnaie, c'est-à-dire que le concept était immatériel et le vecteur matériel, et maintenant on arrive au concept qui est matériel et le vecteur qui est immatériel. Alors, peu importe, il faut bien comprendre que l'important n'est pas la façon dont la monnaie circule. Ça a pris des formes différentes dans l'histoire, ça pourra en prendre des différentes, et la dématérialisation en soi n'est pas un problème, à l'exception du fait qu'aujourd'hui elle est contrôlée par les forces qui contrôlent le concept monétaire. Donc tant qu'on n'aura pas repris le contrôle du concept, eh bien rien de bien ne se fera au niveau de la circulation. Alors la monnaie... Par contre, ça peut devenir très dangereux parce que si la monnaie circule de façon entièrement dématérialisée et qu'elle est dans les mains des banquiers, dans ces cas-là, toute dissidence ne pourra plus avoir non seulement droit de parole, mais surtout droit de vie. Parce que si vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez rien faire. C'est clochard, direct. Donc non, mais vous mourrez. Alors, c'est non seulement une mort sociale, mais c'est une mort physique. La monnaie, ça a été le moyen utilisé par nos ennemis, l'oligarchie, les banquiers, pour prendre le pouvoir. Absolument. Donc se réapproprier la monnaie, oui. C'est comme unité de mesure au service des échanges et non comme une marchandise permettant la spoliation du vivant. Bien sûr. Cette démarche de se réapproprier la monnaie et finalement ce n'est qu'un outil, la réorienter vers quelque chose de positif pour le collectif, c'est la seule façon. Selon sa nature première en fait. Voilà. C'est revenir au concept monétaire tel qu'il est apparu sur cette terre. C'est pas, on ne parle pas de nouveau, on parle peut-être de renouveau. Mais on parle surtout de revenir sur la subversion de la monnaie qui a été faite par les banquiers.
Donc il faut revenir à la base, se réapproprier la monnaie, donc Le concept le monétaire. concept de monnaie, pour que notre lutte d'émancipation ait une chance de La succès. monnaie est une institution publique de nature juridique et elle est au service des échanges. Elle est une unité de mesure et cette unité de mesure doit être étalonnée en fonction du territoire, des capacités du territoire sur lequel elle circule. Et sans souveraineté monétaire, il n'y a pas de souveraineté tout court, il Non, n'y a puisque pas de la main qui démocratie. donne est au-dessus de celle qui reçoit. Merci beaucoup, citoyenne. Merci de tout ce temps et de toutes ces informations. C'est extraordinaire. On avance. On est parti il y a 1 an avec des concepts de frigidaire qui étaient vides à la fin du mois, ou le 20 du mois, ou le 15 du mois même. Et puis là, on arrive en identifiant la cause des causes, là, on arrive à toucher. Là, le cœur, l'œil de Sauron, le cœur nucléaire du problème, c'est bien la monnaie, c'est ça? Bien la monnaie. Bravo à vous les Gilets jaunes d'avoir compris ça. Force et honneur, merci, à très bientôt. N'oubliez pas les amis, montez des équipes.